Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur le plateau de l'IFG Live, Parole d'expert. Je me présente, je suis Stéphanie Bonnet, je suis responsable des relations intervenants et experts au sein d'IFG Executive Education. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Antounès pour répondre à la thématique « Quel levier achat et logistique pour une PME plus résiliente ?» Donc Philippe Antounès, je vous le présente brièvement en quelques mots et merci à toi d'animer cet IFG Live. Philippe a passé plus de 20 ans dans les métiers de la supply chain et du transport, principalement dans le secteur du retail automobile. Tu m'arrêtes si je me trompe, Philippe. Il va pouvoir vous présenter au travers de son expérience, mais également des animations qu'il peut le faire dans le cadre de la formation, ce webinaire qui aura une durée d'1 heure, pendant laquelle Philippe interviendra pendant environ 45 minutes, ce qui nous laissera environ 15 minutes pour répondre à vos questions à la fin de la présentation. Ce que je vous propose, c'est que vous pouvez poster vos questions dans l'espace qui est réservé à cet effet. Donc, vous voyez tout en bas de votre écran l'espace questions. Il y aura sûrement quelques questions sur le chat, bien entendu, mais je me ferai un plaisir de les relayer auprès de Philippe à la fin de ce webinaire. Et maintenant, je me tais, je passe la parole à Philippe. C'est à toi. Merci beaucoup Stéphanie, c'était très bien. Merci. Présentation magnifique. Je recommencerai. Alors bonjour à tout le monde, alors bienvenue dans ce webinaire live IFG qui, donc aujourd'hui on va parler des leviers achats et logistique pour les PME afin qu'elles puissent devenir un peu plus résilientes dans un contexte et dans un environnement VUCA. Alors c'est un thème qui est assez intéressant en ce moment parce qu'on sort d'une crise importante, on sort de la Covid-19 et qu'aujourd'hui on est dans 2 crises majeures avec la guerre en Ukraine d'un côté, l'inflation galopante de l'autre. Donc des situations qui nous amènent à nous renouveler, à revoir les stratégies des PME pour ne pas se laisser entraîner dans une spirale qui peut devenir fatale pour l'entreprise. Et aujourd'hui, on va donc aborder la manière de réagir face à ces difficultés et surtout, on va essayer de prendre conscience de l'importance de la résilience de la logistique et des achats dans une gestion de crise, mais aussi surtout dans une sortie de crise. Alors on a tendance à l'oublier, il y a une crise aussi qui se rappelle à nous de temps en temps, c'est la crise climatique. Donc ça aussi fait partie des contextes un peu compliqués à gérer. Et donc tous ces contextes, toutes ces anomalies, toutes ces péripéties, on va dire, fragilisent un peu les supply chains. Donc peut-être même que parmi vous, certains font partie d'entreprises qui ont eu des bouleversements, qui se posent aujourd'hui des questions sur finalement comment être un peu plus résilient dans mes achats, dans mes activités logistiques, comment est-ce que je peux sécuriser un peu tout ça. Donc il faut noter d'ailleurs qu'un des aspects positifs de ces événements, et notamment sur le Covid, ça a été justement la prise de conscience de l'importance stratégique de la supply chain. Alors quand je parle de supply chain, je parle vraiment de la supply chain globale, et les achats font partie de cette supply chain globale. Donc prise de conscience qu'aujourd'hui nombre de PME modifient, complètent leur organisation en mettant en place une direction supply chain, un département supply chain, en lien avec la stratégie et la gouvernance de la structure. Et donc, comme on l'a abordé, la supply chain des PME donc, est confrontée à des pénuries en ce moment, pénuries de matières premières par exemple, par rapport à la situation en Ukraine, différents produits qu'on a l'habitude de consommer, comme la pomme de terre par exemple, puisque l'Ukraine est le 3e producteur mondial de pommes de terre, c'est aussi le 1er producteur de tournesol, le 3e en termes de citrouille et le 5e producteur mondial de maïs. Donc, on voit l'impact que ça peut avoir au niveau de la consommation. Et donc, qui dit incertitude, dit souvent aussi et parle souvent de crise inflationniste, notamment aujourd'hui le prix du gaz, le pétrole s'envole, l'énergie devient beaucoup plus onéreuse, donc c'est l'emballement des prix généralisé, entre guillemets, en commençant par l'alimentaire d'ailleurs notamment. Et dans cette situation, justement, la supply chain a tout son rôle à jouer. On sait que les PME, en général, sont les plus rapidement impactées en cas de crise. Il faut aussi rappeler, pour rappel aussi dans cette thématique aujourd'hui, on va parler d'une sous-thématique qu'on va mettre en avant, qui est le terme de VUCA. Donc, alors, on en parle beaucoup, donc je pense que vous maîtrisez. Mais en tout cas, on va juste rappeler un petit peu les termes. Donc, VUCA, c'est volatile, incertain, complexe et ambigu.
Donc, il faut comprendre aussi par là des bouleversements externes, puisque la crise entraîne des incertitudes externes avec les fournisseurs, avec les clients, avec les banques également, avec les différentes réglementations, le confinement, qui a aussi, enfin, les différents confinements qu'on a eus, qui ont eu aussi un impact sur notre économie et sur l'activité des entreprises, mais aussi des bouleversements internes qui risquent de fragiliser les PME et qui lui imposent aussi de revoir son mode de fonctionnement, qui lui imposent de se réinventer, tout simplement. Certaines PME ont une philosophie plutôt attentiste, se disent que la crise ne va pas durer longtemps, que c'est juste une situation temporaire et qu'on va vite en sortir. D'autres, par contre, essayent de s'organiser, essayent de se préparer à cette sortie de crise, de mettre en action certaines options en termes de sollicitation d'autres fournisseurs, par exemple, au niveau local aussi peut-être, ou au niveau de l'international, ou aussi chercher des objets de substitution. Et aujourd'hui, les entreprises se demandent en fait si elles doivent acheter low cost ou encore acheter à prix fort, c'est-à-dire sécuriser les approvisionnements. Donc, il y en a qui sont prêtes à sécuriser les approvisionnements. J'allais parler du quoi qu'il en coûte jusqu'à un certain point pour les entreprises, ou éventuellement d'avoir aussi un système mutualisé, c'est-à-dire de mutualiser avec d'autres groupes, d'autres groupements pour essayer de sécuriser un peu plus les approvisionnements. Aujourd'hui, il y a, et c'est d'ailleurs l'objectif même de ce webinaire, qui est de permettre de comprendre tous les enjeux de la supply chain dans un contexte complexe, d'identifier les risques liés aux achats et aux approvisionnements, mettre à disposition les différents leviers achats et logistiques aussi, qui permettront à une entreprise aujourd'hui de développer une certaine capacité à réagir, capacité résiliente à réagir par rapport au marché, par rapport à l'évolution du marché. Alors, normalement, je devais me présenter à vous, mais Stéphanie l'a déjà bien fait. Et en même temps, ça nous fait gagner du temps. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, donc j'ai 3 cordes à mon arc. Aujourd'hui, je suis consultant et manager de transition, formateur où j'interviens dans différentes écoles, et aussi coach où j'accompagne des managers en prise de poste ou sur des problématiques un peu plus différentes ou un peu plus complexes également. Pour revenir donc sur le sujet, ce qu'on peut dire d'une part sur les activités achats, et d'autre part sur les activités approvisionnement, c'est que finalement, ce sont 2 faces d'une même médaille. Ce sont des activités qui font partie du supply chain management. Et dans ces activités de supply chain management, en amont, on va trouver tout ce qui concerne la fonction achat avec ses activités, avec ses processus. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas envoyé le dernier fichier. J'avais enlevé celle-là, mais ce n'est pas grave, on va vite passer dessus. Donc avant d'entrer dans le cœur de la thématique, je voulais juste rappeler quelques chiffres. Aujourd'hui, les achats représentent une part importante du business dans toute entreprise, part importante du chiffre d'affaires, notamment le secteur de la santé, c'est 38% du chiffre d'affaires. Le secteur des équipements, c'est 60% du chiffre d'affaires et le secteur de l'automobile et de la distribution informatique, on est à 80% du chiffre d'affaires. Donc, on le sait, aujourd'hui, le poste achat, c'est très souvent le premier poste de dépense dans l'entreprise. Et donc, c'est pas négligeable et c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment le prendre à bras le corps et le surveiller attentivement. Alors, je ne sais pas si toutes les personnes qui sont présentes sont familières avec la fonction achat, peut-être pas, mais bon, on va rappeler quand même très, très rapidement le processus achat. C'est un processus qui va regrouper plusieurs activités, qui va regrouper la stratégie tout d'abord. En gros, ça va être la première étape où l'acheteur va vraiment intervenir. En général, avec un binôme, c'est-à-dire qu'une personne du métier, en général, c'est la personne qui a réellement besoin du produit acheté qui va rédiger d'ailleurs le cahier des charges ou qui va soumettre le cahier des charges à l'acheteur. La deuxième étape va être l'étape de sourcing. Alors, je passe rapidement à l'étape du cahier des charges parce que c'est vraiment un vrai sujet et qu'il y a vraiment de quoi dire dessus et je pense qu'une heure ne suffirait pas. Donc, on va vite passer cette partie-là. Je répondrai à vos questions si vous souhaitez. Et on va passer sur l'étape du sourcing, parce que l'étape du sourcing est vraiment très, très importante. Et c'est celle sur laquelle on va appuyer un peu plus. C'est l'étape finalement qui demande à ce qu'on réalise une étude de marché. L'étude de marché, ça va être quoi? Ça va être rechercher sur le marché quels sont les fournisseurs qui sont susceptibles de répondre à mon besoin, qui peuvent m'aider à réaliser le projet pour que je puisse faire mon achat. Lancer une consultation, lancer un appel d'offres,
Petite parenthèse, dans le request for information, ce que j'ai voulu mettre par là, c'est les informations de base qu'on va demander à l'entreprise, qu'on va demander au potentiel fournisseur. Ça va être le nom de l'entreprise, bien sûr, ça va être le chiffre d'affaires, l'effectif, les investissements qu'elle a pu faire éventuellement. Et c'est une étape aussi à laquelle on va utiliser, on va prendre certains outils, on va faire appel à certains outils pour nous aider à comprendre un peu mieux le niveau de santé financière de l'entreprise. On va chercher la solvabilité de l'entreprise pour être sûr que finalement, elle tienne la route pour pouvoir travailler avec nous. À titre d'exemple, lorsque j'ai commencé à travailler dans les achats, en général, on regardait 3 critères clés. On regardait le critère financier, bien sûr. Est-ce que l'entreprise avait les reins solides? Est-ce qu'elle était assez solide pour qu'on puisse réaliser les achats avec elle? Parce qu'il ne fallait pas non plus qu'elle soit dépendante de nous, parce que je faisais partie d'un grand groupe et qu'un fournisseur qui est trop dépendant financièrement de son client, ça peut être compliqué à gérer. Ensuite, ce qu'on regardait, c'était le critère de qualification sur le plan technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a les moyens de réaliser notre projet, est-ce qu'elle a les ressources nécessaires aussi, est-ce qu'elle a le matériel nécessaire, est-ce que c'est du matériel certifié dans le cas où on a besoin de certification de certaines normes, de certains standards. Et enfin, le troisième et dernier critère qu'on regardait, c'était le critère géographique. Est-ce qu'elle est située finalement dans la région dans laquelle je vais réaliser mes projets, par exemple, plus proche, ou est-ce que c'est un endroit qui est facile d'accès en termes de flux? Donc, c'est les 3 types de critères qu'on pouvait regarder pour opérer déjà et crémer et faire une première liste de fournisseurs potentiels. Récemment, d'ailleurs, la semaine dernière, on m'a demandé si j'allais regarder et chercher les fournisseurs sur Google ou sur LinkedIn. En général, non. En général, le premier critère, le premier canal de recherche pour l'acheteur, ça va plutôt être l'historique de l'entreprise. Simplement, est-ce qu'on a déjà eu des projets similaires? Est-ce qu'on a eu des produits similaires? Est-ce qu'on a déjà travaillé avec certains fournisseurs avec lesquels on ne travaillait plus? Pourquoi? Très souvent aussi, sont les fournisseurs qui viennent à vous, parce qu'on n'a pas besoin de démarcher. Et il peut arriver, et même, moi en tout cas, c'est ce que je conseille à mes clients, de faire des recherches quand même, parce que souvent les entreprises qui sont dans l'excellence, les fournisseurs qui sont dans l'excellence en général, n'ont pas besoin de démarcher non plus des clients. Et donc, ceux-là, il va falloir aller à la pêche à l'information pour les débusquer et pour les trouver. Donc, en gros, on regardait tout ça. Ensuite, on a aussi des systèmes d'information qui nous permettent de chercher en interne, comme par exemple Diane ou Papers, pour ne citer que, mais après, il y en a plein d'autres. Donc, c'est vraiment une étape dans le processus achat qui est très important, qui est le sourcing. Ensuite vient l'étape de l'appel d'offres. Donc, c'est le moment où on va communiquer pour la première fois avec le fournisseur, avec le fournisseur potentiel. On va lui envoyer les éléments qui vont lui permettre de répondre. On va lui demander un mémoire technique. On va lui communiquer aussi les critères d'attribution du marché. Il faut être transparent et moi, j'ai toujours prôné la transparence sur ces aspects-là, notamment en ce qui concerne les commandes publiques, parce que ça, c'est vraiment aussi un sujet à part entière. Où là, il faut vraiment être complètement transparent dans sa demande et dans ce qu'on recherche, notamment au niveau d'un fournisseur. Vient ensuite l'étape de négociation. Donc ça, quand vous demandez aux personnes qui ne connaissent pas forcément le métier des achats, quelle est la fonction première ou le rôle premier d'un acheteur, ils vont vous répondre que c'est de faire du cost killing, d'acheter le produit au meilleur prix, au prix le plus bas. Alors je dis pas seulement, oui, c'est vrai que c'est important, mais c'est pas uniquement les aspects coûts, ça peut se faire aussi sur la qualité, sur la sécurité, sur certification produit aussi par exemple, ou sur d'autres éléments comme la démarche RSE de l'entreprise, le niveau d'engagement RSE du fournisseur. Mais c'est d'ailleurs des choses qui sont de plus en plus regardées aujourd'hui par les acheteurs. Donc on n'est pas que des acheteurs de prix, on est vraiment des acheteurs de produits. Donc l'étape contractualisation vient ensuite. Là, elle va arriver au moment de la rédaction de la stratégie achat, notamment aussi, puisque c'est là qu'on va réfléchir finalement aux clauses qu'on va intégrer dans le contrat. Et après la négociation aussi, dans le sens où on peut donner lieu à des échanges avec les fournisseurs sur justement ces clauses qu'on va, alors je dirais qu'avec le fournisseur, ça va être, j'allais dire, on va s'arranger entre guillemets. Mais le but, c'est surtout d'avoir des clauses qui ne donnent pas trop de liberté et qui vraiment canalisent
le fournisseur pour avoir le meilleur produit au meilleur prix. Et enfin, finalement, le pilotage. Donc ça, c'est la dernière étape. C'est l'étape qui va arriver à la fin du processus parce qu'on va piloter d'une part le contrat, mais on va aussi piloter dans le cadre du marché de travaux, par exemple. Hein, on va piloter son chantier, entre guillemets, en faisant notamment des visites de site. Ça, c'est très important. Et essayer d'avoir une écoute sur ce qui se passe après le processus achat, ce qui se passe sur le chantier, par exemple, et pour ne pas être un acheteur finalement qui est uniquement hors sol et qui est là uniquement pour être bon dans la rédaction du document, dans l'achat et qui sort jamais de son bureau. Donc ça aussi, c'est important d'aller s'ouvrir sur ce qui se passe après. Alors, en ce qui concerne le sourcing, où est-ce qu'on va rechercher les fournisseurs? Donc, comme je l'ai dit, je l'ai un peu précisé tout à l'heure, on va regarder dans les historiques. On va chercher des fournisseurs qui sont qualifiés, qui sont certifiés ou qui respectent des normes ou des standards au niveau de leur industrie, qui ont des outils internes performants également. Autre source d'informations importantes, ça va être les associations, ça va être les chambres de commerce qui peuvent vous aider. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, notamment lorsqu'on lance un appel d'offres, on peut passer par des structures comme la chambre de commerce et d'industrie pour pouvoir avoir une première liste de fournisseurs qu'on va consulter par la suite. Et d'ailleurs, moi, ce que j'utilisais souvent les ambassades de France à l'étranger qui en général ont toujours des jeunes chambres économiques et qui permettent d'avoir tout un tas d'informations. Donc très souvent, je fais appel à elles, aux ambassades, et qui me retournent les informations dont j'ai besoin. Il y a aussi bien sûr la presse spécialisée, et là aussi les entreprises qui en général, les fournisseurs qui donnent dans l'excellence, sont très souvent cités en exemple dans la presse spécialisée ou même la presse économique. Donc là aussi, ça va être une source d'information assez importante. Toujours sur le sourcing, le premier niveau d'analyse dont je parlais tout à l'heure, tout à l'heure, je vous parlais de différents critères pour nous aider à opérer le choix du fournisseur. Il faut surtout aujourd'hui regarder les aspects QHSE. Évidemment, bien sûr, il y a les aspects qualité. Est-ce que l'entreprise est inscrite dans une démarche d'amélioration continue? Bien sûr, la solvabilité financière. Bien sûr, on va réaliser des audits, on va faire des écoutes fournisseurs. Mais ce qui est important surtout, c'est vraiment de voir est-ce que l'entreprise s'inscrit vraiment dans une démarche QHSE, dans une démarche RSE. Les chiffres montrent aujourd'hui que 65% des entreprises, je dis bien 65% des entreprises ne connaissent pas leurs fournisseurs de rang 2. Soit parce que souvent, on est soumis à des plannings et on n'a pas le temps, planning très très serré, et on n'a pas le temps de gérer ça et de s'en enquérir. Mais ce qui est un peu dommage parce que ça peut avoir des conséquences assez importantes sur le déroulement de certains dossiers, voire même assez dramatiques, puisque, pour rappel, la supply chain, c'est du fournisseur au client du client, la supply chain étendue, supply chain globale. Donc, c'est aussi important de voir comment se situent les fournisseurs de rang 2. Les visites de site sont aussi hyper importantes et même conseillées parce que ça permet de découvrir ce que votre fournisseur ne veut pas vous dire et n'ose pas vous dire. Et moi, en général, très souvent, tous les fournisseurs que j'ai, en général, je vais visiter sur site parce que ça permet de voir plein de choses qu'on n'a pas évoquées, voire même d'avoir d'autres idées en termes d'achat aussi également. Alors aujourd'hui, en temps de crise, j'ai envie de dire qu'il y a des précautions particulières à prendre sur des événements comme on les vit aujourd'hui, lorsqu'on va chercher de nouveaux fournisseurs, parce que les fournisseurs aujourd'hui sont pour beaucoup défaillants parce qu'ils n'arrivent pas à respecter les délais d'approvisionnement. Et c'est vraiment le premier critère qui vient. Ils n'arrivent plus à fournir un produit à un prix qui soit raisonnable pour l'entreprise et qui soit dans un délai raisonnable également. C'est important de garder à l'esprit que dans la recherche des nouveaux fournisseurs, il faut quand même respecter un principe de précaution. Tout simplement, des procédures de vérification, plusieurs éléments. Je le répète encore, et j'en ai parlé déjà tout à l'heure, la partie finance qui est hyper importante, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la partie stratégique, quelle est la stratégie du fournisseur. La partie fiscale, est-ce qu'il paye ses impôts ou non? Le plan environnemental, bien sûr, qui est hyper important. Et bien sûr aussi le respect des 3 piliers de la démarche de responsabilité sociétale des entreprises, la RSE,
qui est le sociétal, l'humain et l'économie. Devoir de vigilance, j'en ai parlé tout à l'heure, j'allais vous dire qu'il n'est pas obligatoire, mais si, en France en tout cas, il est obligatoire, parce que ça découle d'une loi adoptée en 2017, qui est la loi Pacte. C'est une loi qui va demander aux grands donneurs d'ordre, aujourd'hui donc sur les entreprises importantes de 500 à 1000 salariés, à partir de 500 000 salariés, de cartographier et de prévenir les risques qui pèsent sur les droits humains et sur toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que dans leurs activités quotidiennes économiques, certaines entreprises engendraient beaucoup de conséquences relativement malheureuses, et notamment sur le plan humain. Et les entreprises qui ont d'ailleurs, on a constaté que les entreprises qui ont les meilleurs processus d'atténuation de risque aujourd'hui sur leur chaîne d'approvisionnement, on remarque qu'elles causent moins de dommages et qu'elles résistent aussi beaucoup mieux à la crise. Notamment, il y a une étude qui est parue, je crois que c'est Robert Walters, le cabinet de recrutement qui l'a mis en route, qui l'a publié en 2021. Elle met en avant le fait que 83% des directions achats qui ont été résilientes face à la crise sont des entreprises qui, en fait, s'étaient déjà engagées dans une démarche d'achat responsable pour la partie uniquement achat. Donc, c'est important de s'assurer que l'entreprise a une conduite responsable et surtout que ça devienne finalement la norme, tout simplement, que ce soit plus juste une simple exception, mais que ce soit vraiment une règle qui soit écrite. Élément important, c'est qu'aujourd'hui, donc, la France a été précurseur sur ce sujet-là et que le Parlement européen, l'Union européenne est en train de discuter sur cet élément-là pour justement le faire passer dans tous les autres pays européens. Alors, processus de gestion des risques fournisseurs, puisque c'est de ça qu'il s'agit, quand on parle du devoir de vigilance, sans aller dans un niveau de détail très très fin, il y a un processus aujourd'hui qui se décline en plusieurs étapes. D'une part, premièrement, il y a l'identification du risque. Une fois qu'on a identifié le risque, une fois qu'on sait de quoi on parle, on va analyser sa criticité. Est-ce que c'est vraiment critique ou pas ? Et ensuite, on va mettre un plan d'action tout simplement, parce qu'une fois qu'on a décelé le problème, on sait comment le corriger, on sait comment apporter le remède finalement. On peut dire que le processus de gestion du risque, d'ailleurs, repose très souvent sur le principe Lean de l'amélioration continue, et c'est sur du Lean Management. Enfin, donc, on va agir, c'est-à-dire qu'on va aller de l'avant, mais aussi on peut revenir en arrière, parce que le principe Lean d'ailleurs, c'est un process itératif, donc, on va se mettre dans une démarche d'amélioration continue par petites touches, dans une démarche Lean où les puristes parleront aussi de Kaizen, mais on ne va pas développer ça parce que ce n'est pas le but du jeu aujourd'hui. Toujours sur l'analyse des risques fournisseurs, donc on va avoir les différentes catégories de risques. Donc, bien sûr, il y a les risques financiers, je n'arrête pas de vous en parler, les risques contractuels et légaux, les risques sociétaux, les risques métiers opérationnels et les risques industriels et qualité et les risques économiques également. J'en rajouterai un autre qui aujourd'hui est très important, qui sont les risques d'image et de réputation. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est vraiment un élément très important. De plus en plus aujourd'hui, les entreprises font attention à leur image. Et d'ailleurs, si vous, sur les réseaux sociaux, vous faites passer un message ou un post ou quelque chose sans même mettre de hashtag ou même flaguer l'entreprise en question, si vous parlez d'une entreprise, il y a de fortes chances que juste après, vous ayez des gens de l'entreprise qui vous répondent ou en tout cas des personnes de l'entreprise qui vont regarder votre profil et voir un petit peu qui vous êtes pour savoir comment et pourquoi vous avez parlé de leur entreprise. Ça m'est arrivé déjà il y a quelques mois, je disais rien de méchant sur l'entreprise, mais juste après, j'ai eu pas mal de vues sur mon profil de gens de cette entreprise-là. Donc ça, c'est assez intéressant, mais en tout cas, l'importance des réseaux sociaux est aujourd'hui primordiale pour les entreprises. Dans la démarche aussi, pour être plus résilient dans ses achats, donc il y a la mise à jour des contrats. Je parle de force majeure, c'est notamment quand il y a des événements tels que ceux qu'on vit aujourd'hui. Il y a nécessité de revoir le contrat, revoir les prix, par exemple, faire une révision des prix. Quand on est dans une impasse d'ailleurs avec le fournisseur, il n'y a peut-être pas forcément les prix qui sont à négocier, il y a peut-être d'autres choses aussi. On peut regarder la durée du contrat, on peut regarder les délais de livraison, on peut regarder ce qui est important surtout, c'est vraiment de mettre en place et d'engager un échange avec le fournisseur en toute transparence et de voir ce qu'il est possible de faire pour que chacun puisse aller vers l'autre et puisse
trouver des points d'achoppement qui vont permettre de poursuivre l'activité sereinement. On peut aussi prolonger, par exemple, les durées de marché. On peut aussi renégocier délais de livraison, comme j'ai dit, recalibrer les SLA. Les SLA, c'est les Service Level Agreements, c'est les niveaux de service. Et par exemple, moi, j'avais un fournisseur plutôt. J'avais rencontré un fournisseur de carton. J'avais un fournisseur de carton qui était notre seul fournisseur d'emballage d'ailleurs, et j'avais obtenu de sa part de me garantir 3 mois d'activité. 3 mois d'activité, pourquoi? Parce que c'était le temps qu'il me fallait, moi, si jamais on arrêtait de travailler ensemble, pour pouvoir trouver un autre fournisseur et commencer à travailler avec lui et avoir une production. Et donc, ce fournisseur, ce qu'il avait fait, c'est que donc il me garantissait 3 mois d'activité en cas de cessation, mais quel que soit le problème, hein, c'est-à-dire que son entrepôt brûle, et ben, il me garantissait donc les fameux 3 mois d'activité pour pouvoir m'approvisionner. Il avait même mis en place un entrepôt juste à côté de chez moi d'ailleurs, pour aussi faciliter ses flux. Mais en tout cas, donc, c'était une garantie que j'avais, ce qui me permettait d'être un peu plus serein parce que je savais que j'avais 3 mois pour pouvoir me retourner si jamais il y avait quelque chose. Sur la démarche d'achat responsable RSE, alors qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? La démarche d'achat responsable, en fait, c'est une démarche qui va découler de la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Il y a un référentiel qui existe, qui est le référentiel ISO 26000, qui vient donner des éléments, qui vient donner des indications. C'est pas une obligation, en fait, c'est plutôt des indications, des pistes de travail aux entreprises sur la démarche RSE. Et donc, cette démarche va se décliner en fonction du secteur d'activité de l'entreprise, bien sûr. Hein. Il y a des entreprises qui, par exemple, font de l'extraction de matières, qui vont acheter des matières premières, donc ils seront soumises à certaines règles, puisqu'elles ont des activités d'extraction de matières premières qui seront peut-être polluantes, qui vont peut-être léser les populations locales. Par exemple, il y a une grande entreprise française aujourd'hui qui extrait une fleur d'ylang-ylang pour fabriquer des parfums. Cette entreprise-là, que je ne nommerai pas, s'est engagée dans une démarche justement de sécurisation des approvisionnements et elle a garanti à la population, aux populations qui travaillaient à la collecte de ces fleurs-là, de pouvoir leur donner un salaire décent et leur permettre aussi d'assurer leur niveau de vie, d'assurer leur train de vie. Il y a des activités de transformation qui seront après, qui seront aussi génératrices de déchets et d'activités de transport pour lesquelles aussi on peut éventuellement trouver. Alors ça m'est arrivé il y a quelques années de ça, des situations de corruption, donc ça peut arriver aussi. Et il y a aussi alors je parle d'utilisation, mais c'est pas vraiment une activité, ça sera plutôt les risques liés aux consommateurs. Ça va être par exemple le cosmétique, produits qui sont nocifs pour la peau, qui sont nocifs pour la santé, les allergies, etc., etc. Et donc ça aussi, il faut faire attention à ça, il faut prendre conscience de ça et aussi trouver les moyens pour faire en sorte que ces problématiques n'arrivent pas. Il y a aussi la gestion de fin de vie du produit, la valorisation des déchets, puisque un produit, une activité d'entreprise produit des déchets forcément. À savoir que, une chose importante, c'est que les déchets restent toujours, l'entreprise reste toujours propriétaire de ses déchets. Et donc, il faut que l'entreprise s'assure que ces déchets soient recyclés ou valorisés, en tout cas, par une entreprise de valorisation, dans les normes, dans les règles, que le bon déchet soit porté au bon endroit et qu'il n'y ait pas de dépôt sauvage, par exemple. Ici, je m'attarderai juste sur la loi Pacte. Donc, la loi Pacte dont je parlais tout à l'heure, elle a été faite en 2019. Elle vient finalement poser la question du partage de la valeur ajoutée dans les entreprises avec les salariés. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de vraiment entrer dans une ère de l'achat responsable et du meilleur achat. Comment acheter mieux, comment acheter auprès des meilleurs fournisseurs, qui sont les fournisseurs certifiés, par exemple, ceux qui respectent les normes, les standards internationaux, ceux qui sont vraiment engagés dans un achat responsable. Dans un achat responsable, ça passe aussi par le respect de la planète et le respect de l'écologie. Donc, ça passera par plusieurs activités, les audits, les écoutes, etc., etc., etc. Quelques pistes, donc plusieurs types de référentiels. Tout à l'heure, j'ai parlé du référentiel le 26000, si je me souviens bien, ou 20400, peu importe. En tout cas, il y a les deux, 26000 et le 20400 sur les achats responsables.
Il y a différentes chartes qui existent aussi, qui sont des chartes achats responsables. Il y a des labels qui existent, label fournisseur. Donc il y a le label Airfar en France, il y a le label Lucie qui est une labellisation achat. En fait, c'est pas vraiment une certification, c'est vraiment une labellisation parce que ça donne pas d'obligation, c'est juste des conseils pour acheter plus responsable. Ça, je vais y passer très très rapidement parce que sinon on va perdre du temps et qu'on ne pourrait pas poser de questions. Donc ça, c'est l'analyse du cycle de vie. On en a déjà parlé un petit peu plus tôt aussi. Et l'idée, en fait, pour l'entreprise, ça, c'est l'élément important vraiment, c'est d'avoir une cartographie de son processus achat pour vraiment le maîtriser. Et c'est de là que l'entreprise doit partir d'ailleurs. Et aussi pour voir quels sont les risques qui vont subvenir à chaque étape du processus achat et à chaque étape, voir quelles sont les solutions. C'est-à-dire que vraiment pouvoir cadrer au maximum mon process achat et dire voilà, à cette étape-là, j'ai ce risque-là, mais j'ai un plan d'action, j'ai un plan correctif qui fait que je peux être serein et je peux le maîtriser. On arrive donc à la fin de la première partie sur les achats. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que pourquoi mettre en œuvre toutes ces initiatives, tout simplement pour ne pas mourir. Tout simplement parce que on est dans une période où les entreprises qui sortent de la crise et qui arrivent plus facilement à sortir de la crise sont les entreprises qui justement ont mis tous ces éléments en œuvre. Il y a des entreprises qui vont disparaître forcément, il y a des modèles économiques qui vont disparaître aussi, il y a des modèles économiques qui vont changer, qui vont se modifier, qui seront résilients, d'autres moins. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être agile pour, entre guillemets, surfer sur la vague, tout simplement. Deuxième partie, on va parler plus précisément de la logistique. Donc, juste un petit rappel. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la supply chain aujourd'hui, c'est le rôle aujourd'hui de la supply chain, principalement, c'est de réduire les coûts de l'entreprise, mais aussi de maintenir un certain niveau de performance. Pour rappel, d'ailleurs, la définition de la logistique, c'est le meilleur produit au bon endroit, au bon moment et au meilleur coût. Donc, la logistique va s'occuper de ça. Et le fait est aussi en ce moment, c'est qu'il faut être performant dans un environnement compliqué qui est un environnement VUCA. Un environnement VUCA, c'est quoi? Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est volatile, complexe, c'est incertain. Incertain par le manque de clarté de la situation, c'est-à-dire qu'on n'a aucune visibilité, ou très très peu, et de ses répercussions, bien sûr, forcément. On peut parler d'ailleurs d'effet papillon, par exemple, parce que la crise en Ukraine a eu une répercussion dans le monde entier. Il y a d'ailleurs un écrivain, je ne sais plus lequel, qui un jour, une citation qui dit « La Chine est le poumon du monde ». Et lorsque la Chine tousse, c'est tout le monde qui en fait se retrouve contaminé. Donc en fait, ça met en lumière cette mondialisation et le fait qu'aujourd'hui, quel que soit l'événement qui puisse arriver dans le monde, ça aura un impact sur le monde entier. Niveau de l'ambiguïté, parlant du manque de clarté sur la signification d'un événement, sur vraiment quels sont les tenants et les aboutissants, qu'on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à cerner vraiment complètement. Et d'ailleurs, le Covid a été vraiment un parangon d'une situation VUCA. Et on voit aussi qu'il y a eu des répercussions qui existent encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a vu les congestions portuaires au niveau de la Chine, on a vu la pénurie de conteneurs, et donc face à tout ça, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées quand même pas mal démunies. Pour toucher du doigt ce qui se passe aujourd'hui, juste quelques chiffres. On constate que on a plus, alors c'est vraiment une moyenne parce qu'il y a certains types de transports qui ont beaucoup plus augmenté. On est à plus 15% d'augmentation moyenne des coûts du transport, plus de 70% des appros qui ont été affectés par le phénomène Covid, plus de 11% sur les coûts du fret maritime, en moyenne 4 semaines de décalage des délais de réapprovisionnement, et donc 70% d'impact sur la balance du stock. Ça, ce sont des chiffres de certains cabinets de consultants sur l'activité supply chain qui vont bien sûr impacter l'activité de l'entreprise. La situation moyenne d'ailleurs que rencontrent aujourd'hui les PME au niveau supply, c'est très souvent un espace de stockage insuffisant.
Le fait qu'il y ait un environnement incertain, certaines entreprises ont passé beaucoup de commandes, voire même ont doublé, voire triplé certaines commandes de matières premières au niveau de leurs fournisseurs. Arrivé à un moment, elles ont tout reçu en même temps, donc forcément besoin de stockage. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup en déficit de surface de stockage. Plus de surface nécessaire, plus de stock, donc une augmentation des charges et une augmentation du coût de la supply chain. Autre difficulté, c'est un manque de données analytiques, puisque les PME sont très peu fiables en termes de données logistiques. La supply chain est encore le parent pauvre de la logistique des PME. Il y en a encore beaucoup qui utilisent de simples tableurs. Rien contre les tableurs, on peut faire plein de choses avec. Mais il y a un moment, il faut aller un petit peu plus loin que ça. Notamment, par exemple, très peu de PME aujourd'hui utilisent des notions de SNOP, donc Sales and Operation Planning. Donc c'est des notions de prévision de vente et de plan de production, de plan opérationnel justement pour répondre à cette prévision-là. Négligence aussi de la stratégie logistique, puisque certaines entreprises sont prêtes à tout pour obtenir leurs produits, en dépit du bon sens. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont peut-être pas mis la clé sous la porte, mais en tout cas n'étaient pas loin. Enfin, j'en ai connu quelques-unes qui étaient pas loin en tout cas. Manque de données précises. Aujourd'hui, les entreprises, les PME sont plus regardantes sur les données au niveau du service commercial, au niveau du chiffre d'affaires, au niveau des ventes, que sur vraiment les données opérationnelles. Alors que pourtant, aujourd'hui, le pouvoir pour une entreprise, c'est sa maîtrise de sa logistique. Ça peut apporter une fluidité de sa trésorerie, dans le sens où la logistique va travailler sur le BFR, dans le sens où la logistique va aussi travailler sur les stocks. Ce qui est important, c'est que ce qui est important, enfin ce que j'ai pu constater en tout cas chez certaines entreprises, certaines PME, c'est qu'ils avaient vraiment des stocks très 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 importants. J'ai retrouvé des PME qui avaient plus de 50% de stock, 50% du chiffre d'affaires en stock. Donc c'est gros problème en termes de trésorerie, en termes de BFR, en termes de santé même de l'entreprise. Et là, vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises que je peux rencontrer qui ne font pas de prévisionnel, qui ne font pas de planification, qui n'ont pas de vraie gestion de stock et qui souvent d'ailleurs peuvent souffrir, on appelle ça le bullwhip effect, à force d'oscillation dans les approvisionnements, dans les commandes, et ben, ils se retrouvent avec une grosse difficulté à gérer derrière. Optimisation des coûts de transport également. Le but, c'est aussi d'optimiser les coûts de transport. En général, et très souvent encore aujourd'hui, le transport est géré par connaissance. C'est que, par exemple, je vais utiliser FedEx parce que je viens de voir une publicité, alors qu'il y a une vraie problématique et il y a là aussi un vrai concept et de vraies études à mener sur la partie transport, notamment sur le dernier kilomètre, qu'on voit aussi beaucoup en ce moment. Alors, comment répondre aux besoins logistiques des PME? Tout simplement en faisant une analyse de la performance de leur supply chain. Ça, on peut pas y déroger. Ça va être analyse de la performance, ça va être nous permettre d'orienter aussi les prises de décision des PME pour pouvoir répondre justement à la question et de pouvoir vraiment toucher du doigt le réel problème de l'entreprise. Donc, en passant par une analyse, par un audit. Et comment est-ce qu'on fait pour réaliser cet audit? Parce qu'en fait, l'audit va vraiment permettre d'avoir un réel niveau et d'atteindre un réel niveau de la logistique et j'ai perdu mon mot, mais il va revenir, ne vous inquiétez pas. De trouver ce qui cloche dans l'entreprise. Voilà, je voulais le dire autrement, mais bon, c'est pas grave. Donc, comment on fait l'audit? Très simplement, moi, je l'ai fait en 5 points. Je ne suis pas le seul. En 5 points pour dresser vraiment le bilan complet de la supply chain de l'entreprise. Première étape, c'est bien sûr le bilan complet, audit complet de l'entreprise, des pratiques supply de l'entreprise. La suite va couler de source, tout simplement. C'est que ça va nous permettre de faire le constat des forces et des faiblesses de la supply chain, de proposer des recommandations adaptées au système de gestion d'entreprise, adaptées à la solution, à la situation de l'entreprise. Ensuite, ça va être d'identifier les axes de progrès logistique et enfin établir un plan d'action supply chain. Ça va permettre aussi
surtout de tirer le signal d'alarme si vraiment il y a une grosse difficulté, si vraiment il y a quelque chose qui, si on voit que la tempête pointe au loin, ça va nous permettre vraiment d'alerter le chef d'entreprise sur les différents risques. Et ça, normalement, je ne vous en parle pas. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Comment on va mesurer la performance et surtout, qu'est-ce qu'on va mesurer? Alors, il y a 2 postes cruciaux qui sont très importants pour une entreprise. Donc, ça va être les achats, les appros, bien sûr, parce que c'est les portes d'entrée de l'entreprise. Donc, c'est vraiment les premières étapes et les premières analyses qu'on fait. Ensuite, on va s'intéresser au management de la logistique et du transport. On va mettre en place des indicateurs de performance si jamais il n'y en a pas. Et ce qu'on a bien vu d'ailleurs pendant le e-commerce, c'est que les entreprises qui s'en sortaient le mieux, c'est celles qui avaient vraiment une logistique qui était hyper performante et qui ont su vraiment justement rebondir sur cette crise pour pouvoir continuer à évoluer et continuer à connaître le succès. On va regarder également toute la partie entreposage. Ça aussi, c'est un élément très, très important. Comment sont stockés les produits? Est-ce qu'ils sont positionnés de manière pertinente qui vont favoriser la performance de la préparation de commandes? J'ai un client qui, comme ça, en travaillant sur le stock, par une simple réorganisation de son stock et de son entrepôt, il a pu récupérer comme ça un gain de productivité de plus de 40%. Donc, vous imaginez un petit peu le sourire qu'il a eu une fois qu'on a mis tout ça en place. Donc, pour vous dire que vraiment, c'est un élément important et qu'il faut vraiment le prendre en compte. Après ça, j'utilise un système en entonnoir, c'est-à-dire que je commence par le management de la stratégie logistique, stratégie, positionnement de la supply chain de l'entreprise, d'identifier les objectifs de performance logistique, suivi de la performance, suivi du management. Ensuite, le personnel est un élément très, très important. Et aujourd'hui, notamment, la logistique est encore beaucoup considérée par certaines entreprises comme une activité d'exécution, comme une activité avec des personnes qui ne sont pas des CSP+, un petit peu une image d'Épinal, qui veut que la logistique, c'est juste prendre un chariot, prendre un colis d'un point A et l'amener à un point B, alors que c'est vraiment une fausse idée. Et la logistique aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est beaucoup de col blanc dans l'entreprise, enfin dans la logistique. Énormément de postes d'ingénieurs qui sont créés, d'ailleurs, dans la logistique, parce que c'est un métier qui est fait de réflexion, qui est fait d'analyse, de prospective également. L'autre point, comme vu précédemment, donc achat à pro, toucher les doigts les relations avec les fournisseurs, avec les différents prestataires, c'est quelque chose qu'on regarde de près parce que c'est vraiment un élément très, très important dans la logistique des flux et dans la supply chain de l'entreprise. Organisation des approvisionnements, internes et externes. Comment est-ce qu'ils sont organisés? Comment est-ce qu'on va améliorer les flux là aussi? On va regarder le management de l'activité achat. Moi, ce que je préconise souvent d'ailleurs, c'est de séparer l'activité achat et approvisionnement, parce que ce sont 2 métiers qui certes sont assez semblables, mais qui sont quand même relativement différents. Et donc, c'est très souvent ce que je propose moi aux entreprises. Partie entreposage, performance de l'entrepôt, traçabilité des stocks, gestion des stocks, donc c'est ce que je vous ai dit il y a 2 secondes. Et enfin, un focus un peu plus précis sur la partie transport, prestataire de transport qu'on va suivre, le suivi documentaire, la traçabilité, est-ce qu'il y a une traçabilité ou non, la planification des activités de distribution, la performance des activités de transport, donc c'est différentes stratégies aussi qui seront à mettre en place pour améliorer cette activité-là, améliorer la partie transport. Est-ce que les changements qu'on va mettre en place aussi seront suffisamment optimisés? Est-ce qu'on va respecter les délais? Est-ce qu'on va respecter la demande client? Donc ça aussi, c'est des éléments qu'on va regarder de très près pour améliorer la performance du poste transport, mais aussi forcément de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a des théories qui existent et qui nous disent que lorsqu'on maîtrise le coût de la main-d'œuvre, on réduit de 10% le coût des activités. Si on grimpe jusqu'à la balance du stock, on arrive à réduire de 25 à 40%. L'amélioration de l'approvisionnement, elle, va jouer sur 10%, le transport 20%. Maîtrise des coûts de l'entrepôt, ça va être du 25%. Donc, on voit que ça peut très vite et très rapidement être des chiffres qui montent
et qui peuvent être très intéressants. Voilà donc les différents leviers de performance qu'on peut activer au niveau de la supply chain. Ce qui est important surtout de dire, c'est que vraiment la bonne connaissance de sa supply chain, de ses forces, de ses faiblesses, ça va permettre de mieux définir les plans d'action. Ça va permettre de formaliser, de maîtriser déjà sa chaîne d'approvisionnement et sa chaîne supply chain, mais aussi de formaliser des plans d'action correctifs qui vont permettre aussi de mieux se sortir de crise et d'être beaucoup plus résilient face à la crise. J'en ai donc fini, je suis pile poil à l'heure, c'est magnifique parce que C'est parfait. je suis toujours trop long. C'est parfait, mais c'est le propre de nos experts, notamment en supply chain et logistique, c'est la précision. Donc, merci Philippe, en tout cas pour ce live et pour les éléments que tu as pu transmettre. Donc, par rapport aux questions, donc moi je vous invite, nous avons un petit quart d'heure pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, par rapport à cela, je vais me rendre tout de suite dans l'espace questions. Donc, une première question de la part de Barthélémy concernant l'achat responsable. Quelle est sa finalité et aussi quels sont les critères pour une certification ISO? Alors en quelques mots, puisque le sujet est vaste, mais que pourrais-tu répondre effectivement sur la finalité de l'achat responsable, Philippe? Alors effectivement, sujet très vaste, donc du coup la réponse peut être très très courte, ça dépend. Les critères ISO, ça va dépendre de l'ISO. Donc ça, effectivement, suivant la norme ISO qu'on va respecter, les critères seront différents. Par contre, la finalité, ce qui est important, alors je ne suis pas dans le créneau de certification ISO à outrance. Beaucoup d'entreprises sont dans une philosophie d'ISO, dans le sens où je peux mettre un tampon sur ma facture et ça me permet de mieux vendre mes produits. Je suis complètement contre ça. Pour moi, l'ISO ne vaut le coup que si on l'utilise à bon escient. C'est-à-dire que l'ISO, c'est une indication, enfin c'est une aide, c'est un outil qui va justement nous permettre d'améliorer la qualité. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour améliorer la qualité. En fait, aujourd'hui, toutes les entreprises font à peu près les mêmes produits. Enfin, hormis 2-3 petites exceptions près, on fait tous la même chose. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui différencie une entreprise d'une autre, de son concurrent? C'est justement sa qualité. La qualité qu'elle apporte au client, qualité du produit, mais ça tout le monde le fait, qualité justement de sa supply chain. Et pour donner une réponse aussi à ça, juste un exemple, il y a quelques années, très très rapidement, il y a quelques années, j'avais fait un achat de Noël, j'avais acheté un CD de musique. Enfin, je voulais acheter un CD de musique, nous étions le 12 décembre, donc je m'y prends toujours un petit peu tard. Et je me dis, je ne vais pas prendre Amazon pour une fois. On met les Américains dehors, on met Amazon dehors et on va faire français. Donc, j'ai commandé à la FNAC. Sauf que la FNAC, au moment de valider ma commande, il me proposait une livraison le 26 décembre. Donc, à votre avis, où est-ce que j'ai acheté mon produit? Le 12 décembre, je fais ma commande chez Amazon, je la reçois le 13 décembre. Voilà, tout simplement. Et donc, pourquoi on s'oriente sur de la qualité, sur des normes qualitatives? C'est uniquement pour ça, c'est pour pouvoir répondre à la demande client, tout simplement. Ok, c'est très clair. Nous avons une autre question de la part de Michel. Quelles conséquences si les taxes carbone s'imposent? Alors, je ne pense pas qu'elle s'impose. Pourquoi elle ne s'imposerait pas pour moi? Parce que tout simplement, pour que ce soit vraiment efficace, il faudrait qu'elle s'impose dans le monde entier. Il est évident que certains pays seront contre et vont poser leur droit de veto. Maintenant, si on impose ça en France et uniquement en France, déjà qu'on est mal loti en termes de prix et de coûts de fabrication et de coûts intermédiaires, on se tirerait une balle dans le pied à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit possible d'instaurer une taxe carbone. D'accord. Ok. Autre question de la part de Mustapha. Quel est l'impact de la logistique inversée dans le processus de supply chain en 2023? C'est la reverse logistique, ouais. La reverse logistique, d'accord. En fait, quel est son impact en fait? Et alors, explique-nous ce que c'est, parce que moi, je suis complètement candide par rapport à ça. C'est quoi la reverse logistique? La reverse logistique, en fait, c'est le retour du produit. Et qui est aujourd'hui très important, notamment sur les acteurs du e-commerce, où ils ont effectivement des taux de retour qui sont énormes. Oui.
Et moi, par exemple, alors je sais plus, j'ai plus les chiffres complets exacts en tête, mais on était vraiment dans cet ordre de grandeur-là, où une entreprise qui faisait du e-commerce le taux de retour était de l'ordre de 50%. Donc, on voit tout de suite qu'effectivement, ça a un gros impact sur la rentabilité de l'entreprise. Et tout dépend des secteurs d'activité, bien entendu. On est OK, on n'a pas forcément le même taux. L'inconvénient de la reverse logistique, c'est qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires derrière. Donc, ou alors très très faible, parce que tu pourras éventuellement mettre des pénalités à ton client, mais bon, c'est de moins en moins vrai. Après, tu peux avoir un impact en termes d'image, mais là, on est sur un autre débat, c'est-à-dire comment tu gères ta reverse. OK. Exactement. Je dirais même qu'on est vraiment complètement sur de l'image. Et l'intérêt de bien gérer sa reverse logistique, c'est complètement une question d'image. Après, en termes de chiffres, je ne saurais pas dire. Malheureusement, je ne pourrais pas répondre précisément à la question parce que je n'ai pas les chiffres en tête. Mais si besoin, il peut me contacter par mail et je lui donnerai les chiffres. Je les récupérerai et je lui donnerai les chiffres. OK. Parce qu'on a aussi un impact environnemental qui est important puisque forcément, on double. Exactement. OK, très bien. En tout cas, merci Mustapha pour cette question parce que c'est intéressant. Voilà, la preuve, j'ai appris quelque chose, entre autres. Très bien. Alors, j'ai une autre question donc, de Caroline. Donc, quelle est ta position quant à l'intégration du service achat au sein de la direction RSE? Tu vois, on l'abordait un tout petit peu, afin d'éviter un prisme économique fort qui influerait sur des choix responsables et locaux. Donc, quelle est effectivement ta position sur le fait de lier les achats avec une direction RSE développement durable dans l'entreprise, qui prend de plus en plus d'importance d'ailleurs? Pour moi, ça coule de source, je dirais, parce que en fait, pour moi, c'est un peu, pour moi, tout ce qui concerne la RSE, tout ce qui concerne l'écologie, a un impact sur tous les départements de l'entreprise. C'est-à-dire que je dirais que dans une organisation idéale, pour moi, le RSE devrait se situer au-dessus au niveau de l'organigramme et tous les départements de l'entreprise devraient rendre des comptes au niveau de la RSE. J'avais connu ça d'ailleurs dans une entreprise qui l'avait mis en place. Le PDG était numéro 1. Le numéro 2, c'était, alors je ne me souviens plus de son nom exactement, mais c'était justement le responsable RSE. Et tous les autres départements de l'entreprise répondaient à ce responsable RSE. On est dans une démarche systémique et effectivement, les achats prennent une part importante et la supply chain dans cette démarche-là. Exactement. En fait, ce qu'il y a, c'est que les achats et la supply chain, normalement la supply chain au niveau global, je ne cesse de dire que en fait, la supply chain est au centre de l'entreprise et répond aux demandes et aux besoins de tous les autres départements de l'entreprise. Tout à fait. OK. Merci pour cette réponse. Une autre question de la part de Teddy. Alors, Teddy représente une PME de 10 millions d'euros et ses fournisseurs sont majoritairement des multinationales. Quel levier puis-je avancer pour négocier des SLA, lui assurant une qualité d'approvisionnement sécurisante? En termes de qualité, il parle de qualité et de délai. Donc, en fait, clairement, le rapport de force n'est pas en sa faveur. Donc, quel levier pourrait-il actionner? Alors, si j'entends bien, donc lui fait partie d'une petite entreprise et ses fournisseurs sont des grosses multinationales. Ouais. OK, avec un faible chiffre d'affaires. Moi, j'orienterais ma négociation sur... Alors, tout dépend aussi de l'activité de l'entreprise. Moi, j'orienterais ma négociation sur la qualité de mon entreprise qui, certes, n'est pas grande, mais qui est grande en termes de qualité, en termes de renommée, par exemple, sur mon marché. J'orienterais ma négociation sur le fait qu'un fournisseur qui... Même si mon entreprise... C'est l'imprimerie. Pardon, je te coupe. Il est dans le secteur de l'imprimerie, où on a beaucoup, effectivement, d'entreprises de petite taille. Et forcément, les fournisseurs, notamment les papetiers, etc., peuvent être des grosses multinationales. Teddy, vous m'écrivez si je me trompe. En fait, je dirais que il y a deux éléments importants en termes de négociation achat. Enfin, trois éléments. Il y a trois éléments importants en termes de négociation achat. Ça va être le prix, bien sûr. Ça va être la qualité de service. Ça va être la qualité du produit. Je me dis que International Paper, qui est un géant du papier, je pense que le commercial d'International Paper ne serait pas content
d'apprendre que je préfère passer avec un concurrent qui peut-être même plus petit que lui, parce que la qualité du produit est meilleure, parce que la qualité du service est meilleure. Si gros soit-il, je ne pense pas qu'il le voit d'un bon œil, et surtout que surtout que ça fait partie aussi. Moi, j'orienterais beaucoup plus les négociations sur la partie renommée, sur la partie qualité, sur la partie qualité de produit, qualité de service. Ouais. Oui, mais alors, dans la qualité de service, on a aussi le respect des délais, ce que met Teddy en avant. Oui, exactement. Ouais, qu'il peut mieux maîtriser peut-être que certains concurrents. D'accord. Ok, merci pour cette réponse. Alors là, je ne vois plus apparaître de questions. Alors, il faudra savoir que Mustapha va te contacter parce que effectivement, il veut un petit peu plus de détails sur donc la reverse logistique. Donc, je pense que tu auras un message dans ta boîte rapidement. Voilà. De toute façon, donc, juste pour répondre donc à Elodie qui pose une question, comment te contacter? Vous allez avoir le replay de cet événement dans vos boîtes mail à la fin de l'événement, quand on aura terminé ce webinaire. Donc, vous aurez ce replay-là et la présentation est dans le replay, puisque si tu passes à ta dernière page, Philippe, il y a tes coordonnées qui figurent ici. Donc, n'hésitez pas à les relever. Et donc, Philippe a une communauté assez importante sur LinkedIn. Il est très actif. Et donc, vous pouvez aussi échanger directement avec lui sur Link. Sachant que donc Philippe aussi peut être contacté par notre intermédiaire, par l'intermédiaire de l'IFG. Donc Stan, oui, je réponds à votre question. L'enregistrement sera disponible en consultation après ce web. Est-ce que vous avez d'autres questions également? Je n'en vois plus forcément sur le chat. Je vous laisse quelques 2-3 minutes. Ou Philippe, si tu as d'autres points à ajouter pour conclure. Écoute, j'espère que par cette intervention, j'ai montré l'intérêt stratégique et l'importance de la supply chain dans les entreprises, notamment dans les PME, parce que c'est encore un peu le parent pauvre de la PME. Et surtout, j'espère que je vous ai transmis ma passion pour la logistique, puisque c'est vraiment un métier où, comme je dis souvent aux étudiants chez qui j'interviens, aux écoles où j'interviens, c'est un métier où vraiment ça fait plus de 20 ans que je m'éclate dans ce métier et c'est vraiment quelque chose de passionnant. Ouais, tout à fait, aux multiples facettes. Donc voilà. Alors Stan, les différentes certifications disponibles pour vous répondre, ça c'est une question pour moi. Effectivement, donc moi je vous invite à rejoindre le site de l'IFG, donc le site internet de IFG Executive Education, où vous avez effectivement un lien vers nos exécutifs MBA, mais également nos certificats en ligne sur lesquels vous pourrez effectivement retrouver ces thématiques, les différentes thématiques qui constituent les grandes thématiques de l'IFG, dont font partie les achats et la supply chain. Voilà. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec Gaëlle qui nous dit que la logistique a encore de beaux jours devant elle, avec tous les enjeux, notamment environnementaux, que nous avons aujourd'hui. Voilà. Philippe, merci. Je te laisse conclure. Moi, je vais remercier tous nos participants. Merci. Gaëlle a complètement raison. La logistique, c'est vraiment un métier d'avenir, puisque tout est logistique, et aussi c'est ce que je dis d'ailleurs notamment dans les écoles où on parle du quotidien, on parle de la vie quotidienne et on parle de concept logistique dans la vie quotidienne. Donc ça montre aussi son importance. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier tout le monde. J'espère que vous ne vous êtes pas trop endormis, ou en tout cas si vous êtes endormis, que la sieste était bonne. Et auquel cas, vous pourrez dire que vous êtes en forme grâce à moi. Merci vraiment à tout le monde et je vous souhaite une excellente journée et vraiment, j'aurai vraiment plaisir à recroiser tout le monde. N'hésitez pas à intervenir, à me contacter si besoin et je serai vraiment ravi de pouvoir répondre à vos questions.
Pas de souci. Merci beaucoup, Philippe, en tout cas, pour cette belle présentation. C'était très, très clair. Moi, je vous invite également donc à consulter votre boîte mail à la suite de cet événement, puisque vous allez recevoir le replay, comme je vous le disais, et vous aurez la présentation. Et bien entendu, à consulter notre site Internet pour faire le lien avec nos différentes formations. Merci à tous et bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde.